Nous avons maintenant une session très intéressante. Elle s'intitule « Questions et réponses ». Y a-t-il des questions? Barbara, vous avez dit qu'il fallait se doucher tous les jours. D'après mon expérience, si je me douche tous les jours, j'ai la peau sèche. Vous voulez dire se doucher avec ou sans savon? Bonne question, avec ou sans savon? Je pense que lorsque vous utilisez du savon, vous ne devriez l'appliquer que sur les zones qui en ont le plus besoin, comme les aisselles. Lorsque je nage le matin après l'exercice, surtout si je transpire beaucoup, je me trempe dans l'eau et je me frotte. Je n'emporte pas de savon dans le ruisseau. Je ne pense donc pas me savonner les bras ou le corps. L'eau suffit. Sauf si j'ai de la saleté après avoir été dans le ruisseau. Pardon, je voulais dire dans le jardin. Alors oui, il serait approprié d'utiliser du savon à l'extérieur, mais si vous vous savonnez tout le corps à chaque douche, votre peau deviendra très sèche. Ne vous savonnez donc que sur les zones les plus nécessaires. Barbara, le savon élimine également la vitamine D produite par le soleil. C'est vrai. Une fois que vous avez été au soleil, la vitamine D a besoin de 2 heures pour se développer dans votre peau. Par conséquent, si vous prenez une douche et que vous vous lavez le corps avec du savon partout, vous n'utiliserez pas votre vitamine D, parce que les rayons du soleil frappent votre peau et convertissent une forme de cholestérol juste sous la peau en vitamine D. Vous avez donc besoin de ces huiles. C'est le cas, Barbara, lorsque vous êtes dehors toute la journée à faire de l'exercice dans le jardin, avez-vous besoin de faire plus d'exercice? Avez-vous besoin de faire de l'exercice dans le jardin? L'important, c'est que l'exercice soit aérobique. L'aérobique consiste à faire battre le cœur. Et si, par exemple, vous creusez profondément dans le jardin, vous le ferez probablement. Mais si vos activités dans le jardin consistent simplement à vous pencher, à désherber, et que vous ne faites rien d'aérobique, alors peut-être que ces jours-là, vous devrez faire de l'exercice aérobique. Oui. Barbara, vous nous avez parlé des moisissures et vous avez expliqué que l'un des moyens de s'en débarrasser est de se priver de nourriture. Mais qu'en est-il du charbon actif? Peut-on utiliser du charbon pour éliminer les moisissures de notre corps? Peut-on utiliser du charbon de bois pour éliminer les moisissures de notre corps? Le charbon de bois ne nettoie que ce qu'il touche. Il n'atteint donc que le tractus gastro-intestinal. En revanche, les herbes que j'ai mentionnées iront dans le sang et les tissus. Vraiment? Barbara, s'il faut 2 heures à la vitamine D pour pénétrer dans la peau, que se passerait-il si les gens mettaient de la crème solaire? Serait-ce conseillé? Non. Je ne recommande pas l'utilisation d'un écran solaire. Les rayons qui touchent la peau et qui sont transformés en vitamine D sont les UVB. Les rayons UVB, les rayons d'ultraviolet B, et la crème solaire bloquent tous les rayons UVB. Personnellement, je n'utilise jamais de crème solaire. Si je dois m'exposer au soleil pendant une longue période, je porte un grand chapeau et une chemise à manches longues. L'idéal est donc d'utiliser autre chose que de la crème solaire. Lisez bien l'étiquette de l'emballage de la crème solaire. Elle contient beaucoup de produits chimiques. Et que dit-on? Plus le nom est gros, plus le produit est effrayant ou toxique. Encore une fois, il n'est pas difficile d'aller sur Safari ou Google, d'entrer ces noms et de trouver exactement ce qu'ils sont. Barbara, nous devrions donner un bain quotidien aux bébés, n'est-ce pas? Oui, un bain quotidien pour les petits bébés, absolument. C'est un merveilleux traitement d'hydrothérapie. Les bébés dorment généralement bien après un bain parce que notre corps évacue les déchets. Que nous fassions ou non des exercices physiques intenses, nous éliminons des déchets tous les jours. Le faisons-nous? Barbara, quelle quantité de sel utilisez-vous dans vos repas? En utilisez-vous beaucoup? J'utilise le sel généreusement. J'aime le sel. Il fait ressortir la saveur des aliments et la Bible parle de l'utilisation du sel.
Barbara, j'ai entendu parler du sel, mais ce n'est pas que j'y pense, ce n'est qu'un commentaire. Il y a vraiment l'argument selon lequel le sel provient en fait de la pierre et n'est donc pas digeste. Il y a aussi l'argument selon lequel il devrait se trouver dans le sol parce que les plantes que nous mangeons absorbent ces minéraux, et nous les obtenons en mangeant les plantes. Lorsque nous disons que le sel doit se trouver dans le sol, nous parlons des minéraux. C'est pourquoi il est bon d'arroser le jardin avec de l'eau de mer une fois par mois, en raison des minéraux qu'elle contient. En Australie, on peut acheter du sel de mer ou du maxicrop, qui sont des liquides assez odorants, mais qui ne sont en fait que des algues décomposées, incroyablement riches en minéraux. Tout est donc une question de minéraux. Si vous faites cuire des légumes secs sans les saler, ils ne seront pas comestibles. Et si vous mettez trop de sel, ce n'est pas bon non plus. On peut donc en faire trop, bien sûr. Mais on peut aussi l'éviter. La mauvaise réputation vient du chlorure de sodium qui est, comme vous le verrez quand je parlerai du sel, l'eau de mer contient 92 minéraux et 30% de sodium, 50% de chlorure. Ce sont les premiers cristaux qui se forment lorsque l'eau de mer s'évapore. Ils sont ensuite recueillis et utilisés. Mais ce sont des minéraux très durs. Si l'on injectait du chlorure de sodium directement dans le sang, la personne mourrait. Et le chlorure de sodium est si fort qu'il tue les papilles gustatives. C'est pourquoi les personnes qui consomment beaucoup de chlorure de sodium, l'avez-vous remarqué? Ils en saupoudrent tout. Ils ne goûtent même pas les aliments avant d'en mettre. C'est parce que ces minéraux durs et agressifs tuent les papilles gustatives. Dieu a placé le chlorure de sodium dans la nature avec tous les autres minéraux et les a tamponnés. Ils tamponnent la dureté du chlorure de sodium et sont donc très digestes sous cette forme équilibrée. Nous pouvons donc acheter du sel celtique et du sel de l'Himalaya. Oui. Barbara, puis-je faire un commentaire sur ce que vous avez présenté hier? Oui, bien sûr. Barbara, je vais juste partager une expérience concernant la médecine et ce que j'ai parfois fait à titre personnel. On m'a donné une pilule contre l'hypertension vers 2010. En 2014, je pouvais entendre mon cœur battre. En 2015, j'ai dû subir une opération du cœur parce qu'il était hypertrophié. Le cardiologue en chef de l'hôpital universitaire d'Uppsala, après s'être renseigné sur ma vie quotidienne, m'a dit que ce médicament était à l'origine de l'hypertrophie de mon cœur. De nombreuses personnes m'ont dit que je devais continuer et me rapprocher de Dieu, mais à l'époque, je ne savais pas grand-chose. J'étais donc très découragée. Je vous remercie pour cette histoire. Mais remarquez ce que notre sœur a dit. Elle ne savait pas. C'est pourquoi c'est une bonne idée. Quel que soit le conseil que l'on vous donne, dites « Merci pour votre conseil. Je vais y réfléchir sérieusement. » Et vous devez examiner les options qui s'offrent à vous. Mais je me suis rendu compte que depuis notre plus jeune âge, on nous dit que le médecin sait ce qui est le mieux et qu'il nous conseillera. Il y a d'excellents médecins. Cela ne fait aucun doute. J'ai de bons amis qui sont médecins. Le problème réside dans l'attitude de notre culture, qui les tient en si haute estime qu'on ne s'attend pas à ce qu'ils se trompent. C'est comme mon ami, son frère est chimiste et il ne prend pas de médicaments et il est chimiste. Il dit, non, je vois ce qu'ils font et je sais ce qu'ils font. C'est pourquoi il est important d'enquêter, de reconnaître qu'il y a un problème et de trouver ce qui peut être fait en utilisant les propres pouvoirs de guérison du corps pour surmonter ce problème. Nous sommes l'œuvre de Dieu, c'est ainsi qu'il nous a créés. J'ai découvert que mes plus grands professeurs étaient les personnes que j'aidais, car je vois de merveilleuses histoires de guérison. Et au fur et à mesure que vous avancerez en tant que missionnaires médicaux, vous verrez à quel point vos histoires seront puissantes.
Et dans Apocalypse 12, il est dit qu'ils ont vaincu par le sang de l'agneau et la parole de leur témoignage. Donc, plus vous ferez cela, plus vous obtiendrez d'histoires. Et ces histoires sont essentiellement des illustrations de la façon dont ces choses fonctionnent. C'était une histoire très triste lorsque je travaillais dans le Bronx en 2004. Il s'agissait d'une église de 450 membres. La chanteuse principale de la chorale des jeunes avait probablement la plus belle voix, mais elle était un peu en surpoids. Elle m'a dit, « J'ai une hypertrophie du cœur ». Elle avait 19 ans et prenait une longue liste de médicaments pour son hypertrophie cardiaque. J'ai vérifié ses antécédents et j'ai découvert qu'elle avait cessé d'avoir ses règles à la suite d'une crise émotionnelle et qu'on lui avait administré un médicament expérimental qui avait fait grossir son cœur. Et maintenant, elle prenait des médicaments pour son cœur hypertrophié. C'est vraiment triste. J'ai aussi remarqué qu'elle n'aimait pas boire de l'eau. Je lui ai donc dit, « Tu n'as pas besoin de boire un verre entier d'un coup, tu peux en boire tout au long de la journée. » C'est là que nous devons intervenir en tant que médecins missionnaires. S'il y a une certaine résistance à ce que vous expliquez, il faut trouver un autre moyen de l'appliquer. Mais le plus triste dans cette histoire, c'est que 2 semaines plus tard, elle a été retrouvée morte. Elle avait 19 ans et ils ont reconnu que c'était le médicament qui l'avait tuée. Une histoire très triste, une histoire très triste. Mais ces illustrations montrent qu'il n'y a qu'une seule façon pour le ciel d'approuver la guérison. Et c'est ainsi que fonctionnent les processus de guérison du corps. Il ne sert à rien d'aller à l'encontre de ces processus. Rappelez-vous donc Hébreux 10h35, ne perdez donc pas votre confiance, car elle est grandement récompensée. Et je suis sûr qu'il y a des gens qui ont fait l'expérience de la récompense en travaillant en harmonie avec le corps, et aussi en attendant simplement que le corps guérisse. D'autres questions? Barbara, puisque nous avons parlé du sel tout à l'heure, quelle est votre expérience de l'huile de magnésium? Mon expérience de l'huile de magnésium est très positive. En fait, la recherche montre que l'huile de magnésium, appliquée localement sur la surface du corps, est plus efficace et mieux absorbée que le magnésium pris par voie orale. Et il peut y avoir un moment pour les deux. Nos massothérapeutes ont toujours de l'huile de magnésium à leur disposition. Le magnésium est un relaxant musculaire. L'huile de magnésium peut donc s'avérer très efficace en cas de muscles tendus ou de crampes. Et pour les personnes souffrant de jambes sans repos, nous recommandons de prendre un bain chaud avec des sels d'Epsom, si ce n'est pas possible, d'appliquer de l'huile de magnésium en externe. Barbara, cela réduit-il la douleur? Oui, c'est vrai. Car il faut savoir que les crampes musculaires peuvent provoquer des douleurs. Donc, chaque fois que vous avez des crampes musculaires, vous pouvez appliquer de l'huile de magnésium. Barbara, j'ai fait l'expérience de l'utilisation de l'huile de magnésium. C'est vraiment vrai. Oui, c'est vrai. C'est pourquoi il est bon que tout le monde l'essaie. Vous aurez alors une expérience à raconter. Barbara, lorsqu'une personne souffre du syndrome des jambes sans repos, doit-elle prendre l'huile de magnésium pendant la journée, la nuit ou lorsque les symptômes se manifestent? Idéalement, avant d'aller se coucher, car c'est souvent à ce moment-là que le syndrome des jambes sans repos commence, donc juste avant d'aller se coucher. N'oubliez pas d'appliquer des sels d'Epsom chauds, car 2 choses détendent les muscles, la chaleur humide et le magnésium. De cette manière, les 2 sont présents. Il a également assisté à un séminaire organisé par le Dr Neil Nedley, qui lui a suggéré de faire de l'exercice avec les jambes. Il faut vraiment faire travailler les jambes. Les exercices qui font particulièrement travailler les jambes sont le rebond, le trampoline, le vélo stationnaire et la natation. Les jambes doivent donc faire de l'exercice. Barbara, quelle quantité d'huile de magnésium en spray utilisez-vous? Je pense que c'est la quantité qui vous convient le mieux. Évidemment, si vous en mettez trop, ça va couler partout, mais vous pouvez certainement l'appliquer en frottant, mais il ne faut pas exagérer. Barbara, sur tout le corps ou seulement sur les jambes? Non, seulement sur les jambes. Oui, juste sur la zone qui le sent. Barbara, une fois suffit et je peux aller me coucher? Souvent, oui.
Si quelqu'un se réveille à cause de cela pendant la nuit, il peut l'appliquer à nouveau. J'ai également vu des femmes souffrant de douleurs menstruelles et de crampes d'estomac, des personnes souffrant de diarrhée ou de douleurs musculaires. Dans ces cas-là, elles peuvent l'appliquer sur l'abdomen pour détendre les crampes. Oui, Barbara, qu'en est-il des douleurs de croissance? Les douleurs de croissance sont un peu différentes. Les douleurs de croissance peuvent également être dues à un os nain. Mais vous pouvez certainement essayer l'huile de magnésium pour les douleurs de croissance. Barbara, j'ai souffert du syndrome des jambes sans repos et je me suis dit que je buvais beaucoup d'eau et que je devrais peut-être prendre du sel. Je devrais peut-être prendre du sel. Et cela m'a aidé. Oui, c'est un très bon point. Et la raison pour laquelle ils vous ont aidé est que le sel celtique contient 3 magnésiums. Le chlorure de magnésium, le bromure de magnésium et le sulfate de magnésium. Voilà pourquoi. Et les personnes souffrant du syndrome des jambes sans repos peuvent absorber ces magnésiums du sel avant même de boire l'eau. Oui. Barbara, quand vous dites que la peau respire, voulez-vous dire qu'elle absorbe l'oxygène comme les poumons? Pas tout à fait. Pas vraiment. Mais il y a une histoire très triste d'une jeune fille qui a été peinte en or pour une pièce de théâtre et qui est morte. Je lisais l'histoire du tournage du film de James Bond, Goldfinger. Apparemment, ils ont dû peindre le mannequin en or pour cette scène. Et je lisais qu'ils avaient dû peindre la moitié de son corps, la photographier, la dépeindre, peindre l'arrière de son corps et la photographier à nouveau. Un exemple clair qu'on ne peut pas couvrir tout le corps parce qu'il respire. Il ne respire pas autant d'oxygène que les poumons, mais il en a besoin. Il a besoin d'air. Barbara, diriez-vous qu'une peau pleine de tatouages partout ne peut pas respirer? Il est un peu difficile de respirer à ces endroits, oui. Barbara, qu'en est-il du brossage à sec de la peau? Le brossage à sec de la peau est très efficace parce que la couche supérieure de la peau est morte. Il y a plusieurs couches dans la peau, mais la couche supérieure est morte. L'exfoliation de la peau peut donc aider à éliminer cette couche morte. Dans notre sauna à vapeur, les clients bénéficient de 3 séances chaudes et de 3 plongées dans les cours d'eau. Dans le sauna intermédiaire, nous disposons d'un récipient contenant des cristaux de sel d'Epsom que les clients frottent sur leur peau la deuxième fois qu'ils reçoivent de la vapeur, et ce pour 3 raisons. La première est l'exfoliation, pour se débarrasser de la couche morte. Deuxièmement, comme le magnésium est une molécule gourmande en eau, lorsqu'on en met sur la peau, cela permet d'augmenter la transpiration. La troisième raison est que lorsque l'on transpire beaucoup, on perd du magnésium. En l'appliquant sur la peau, le corps absorbera donc une partie de ce magnésium. Ainsi, certaines personnes qui jeûnent à la maison et qui veulent stimuler le corps à perdre davantage ou à éliminer plus de déchets, prennent un bain chaud avec du sel d'Epsom le soir et ce sel d'Epsom peut certainement aider à éliminer les déchets. Oui. Barbara, le magnésium est-il également recommandé aux personnes atteintes de fibromyalgie? C'est possible. Certainement. La fibromyalgie repose sur plusieurs théories. Certaines sont liées à l'accumulation de déchets dans les tissus, d'autres à la croissance de champignons dans les tissus. Oui. Barbara, plusieurs personnes recommandent de manger des algues, et vous avez mentionné que les métaux lourds descendent dans cette partie, vous avez également mentionné les plastiques, est-il sûr de manger des algues? C'est un peu une inconnue avec les algues. J'ai des doutes, notamment en ce qui concerne les algues brunes. De nos jours, il n'y a pratiquement plus aucune partie de nos mers qui ne soit pas polluée. C'est vrai. Mais il y a moins de pollution et les vagues peuvent purifier l'eau. Dans le sel celtique ou le sel de mer, on ne trouve donc pas de produits chimiques, mais on en trouve certainement dans la vie marine, dans les poissons et très probablement dans les algues. Je pense donc que si vous achetez des algues, vous devez rechercher des algues biologiques. Cela signifie qu'elles ont été récoltées dans une zone relativement sûre et qu'elles ont même été testées pour vérifier qu'elles ne contenaient pas de produits chimiques. Mais c'est dans la vie marine que l'on trouve la plus forte concentration de produits chimiques. Les huîtres, les crabes,
Les homards et les crevettes sont donc les principaux consommateurs de votre mer. Ils sont certainement en train de l'absorber. Et vous savez que la Bible les considère de toute façon comme impurs et que nous ne devrions pas les manger. Barbara, en ce qui concerne les moisissures dans les aliments, est-ce la même chose pour tous les aliments, comme c'est le cas pour le pain, ou pour une carotte, qui a parfois une tache noire, et dois-je jeter toute la carotte même si le reste a l'air bon? Oui, je comprends que ce soit difficile, surtout quand on a cultivé la citrouille et que seule une petite partie est moisie, mais l'idéal est de tout jeter. Barbara, quel est le meilleur pain? Le pain au levain, parce qu'il n'y a pas de moisissure. Dans le pain au levain, il y a une combinaison de levure sauvage et de lactobacilles, et ce qui se passe, c'est que les lactobacilles consomment les levures sauvages. C'est pourquoi le pain au levain est le meilleur pain. Barbara, c'est donc mauvais s'il y a encore un peu de moisissure. Oui, il vaut mieux le jeter si vous voyez des traces. Barbara, Ellen White a également fait des commentaires à ce sujet. Nous avons un proverbe qui dit, en cas de doute, jetez-le. Jetez-le. Cela fait un bon compost. N'est-ce pas? Barbara, vous avez parlé du porridge. Nous avons l'habitude de cuisiner une grande quantité de haricots et de les conserver au réfrigérateur. Ainsi, 2 ou 3 fois par semaine, nous mangeons des haricots au petit déjeuner. Y a-t-il un avantage à faire cela? Pas vraiment. Barbara, qu'en est-il des germes? Il faut être très prudent avec les germes car ils peuvent moisir très facilement parce qu'ils sont dans un environnement très humide. J'ai un ami qui met toujours un peu d'argent colloïdal dans l'eau avec laquelle il lave ses germes. Un jour, j'ai assisté à un séminaire et le présentateur avait des germes qu'il avait achetés dans différents magasins, supermarchés. Ils ont tous été testés positifs à la moisissure. Vous pourriez dire, mais je les ai fait germer moi-même. Eh bien, si vous les faites germer chez vous, ils peuvent également générer de la moisissure. S'ils germent, il faut les laver 4 fois par jour. Et si c'est l'été, l'idéal est de mettre les germes au réfrigérateur, car l'humidité chaude peut les faire moisir. J'ai obtenu ces informations dans l'Almanach de la nutrition. L'Almanach de la nutrition est le livre qui vous indique ce que contient chaque aliment. Une nouvelle édition est publiée tous les 4 ou 5 ans. Une tasse de lentilles cuites contient 15 grammes de protéines. Une tasse de lentilles germées contient 6,5 grammes de protéines. Lorsque vous faites germer la légumineuse, vous la réintégrez dans une plante. Vous réduisez donc la teneur en protéines. J'ai entendu des défenseurs de l'alimentation crue dire « Mangez les germes plutôt que les cuits, car vous aurez plus de protéines ». Mais ce n'est pas vraiment vrai. Vous obtiendrez plus de minéraux et un peu plus de vitamines parce que vous redeviendrez une plante. Mais en ce qui concerne les protéines, ce sont les légumineuses cuites qui en fournissent le plus. C'est vrai? Barbara, nous avons parlé tout à l'heure du cancer, des programmes de lutte contre le cancer et des recommandations en la matière. Ces recommandations varient-elles en fonction des différents types de cancers? Par exemple, le cancer du poumon par rapport au cancer du sang? Oui, certainement, en fonction du type de cancer. Ainsi, si une personne est atteinte d'un cancer du sein, il est très important d'équilibrer les hormones. Il en va de même pour le cancer de la prostate. Dans le cas du cancer du sein, des cataplasmes et des traitements spécifiques peuvent être utilisés. Vous avez donc raison, cela peut varier. Mais pour le cancer du poumon, nous recommandons de mélanger une cuillère à café de bicarbonate de soude à une tasse d'eau et de prendre un flacon pulvérisateur. Vaporiser et respirer. N'oubliez pas que le bicarbonate de soude apporte au cancer une vague d'alcalinité, alors que le cancer aime un environnement acide. Vous pouvez maîtriser cela un peu mieux. Mais voyez-vous à quel point c'est simple? Tellement simple.
Dans le cas du cancer du poumon, l'extraction d'huile est importante pour aider à libérer les poumons de leurs déchets. Il existe également différents cataplasmes. Vous avez donc raison, les différents cancers nécessitent des traitements légèrement différents. Mais le dénominateur commun est ce que je vous ai dit précédemment. Il faut réduire les sucres, abaisser les niveaux de glucose, alcaliniser les tissus et augmenter les niveaux d'oxygène. Oui. Barbara, dans quelle proportion devons-nous mélanger le bicarbonate de soude et l'eau? Une cuillère à café de bicarbonate de soude pour une tasse d'eau. Barbara, vous avez parlé d'une boisson antibiotique, que contenait-elle? Vous l'avez dit très vite. Oui, je l'ai dit rapidement. Je l'ai dit rapidement parce que nous l'étudierons plus en détail lorsque nous examinerons les autres. Je le noterai si quelqu'un en a besoin aujourd'hui. Je m'en souviens tout le temps parce que je sais qu'il contient 6 ingrédients. Du gingembre et de l'ail, du citron et du poivre de Cayenne, du miel et une petite goutte d'huile d'eucalyptus. Une dame m'a dit, Barbara, mais il est écrit sur l'étiquette qu'il ne faut jamais prendre d'huile d'eucalyptus. J'ai répondu, nous ne recommandons pas de boire une demi-tasse. Vous savez, c'est une question de bon sens. Il suffit d'une goutte. Et vous savez pourquoi ils disent cela? Parce qu'en 1976, je m'en souviens très bien, mon premier enfant est né et j'écoutais la radio alors que j'étais un petit garçon en Tasmanie. Avez-vous entendu parler de la Tasmanie? C'est une petite île au fond de l'Australie. Elle est considérée comme l'un des États. Un petit garçon a bu de l'huile d'eucalyptus et est tombé dans le coma. L'huile d'eucalyptus a ensuite été interdite. Combien de personnes meurent à cause de l'alcool et celui-ci n'a pas été interdit? Quoi qu'il en soit, le tollé a été tel que l'huile d'eucalyptus a fini par être légalisée, mais chaque bouteille d'huile d'eucalyptus est accompagnée d'un avertissement, non destiné à la consommation humaine, et de bouchons spéciaux que les enfants ne peuvent pas ouvrir. C'est à cause du cas de cet enfant. Il n'est pas mort, mais il est tombé dans le coma. Et le bon sens nous dit qu'il ne faut pas boire ça. J'y pense toujours. Pourquoi? Pourquoi n'interdisent-ils pas l'alcool alors qu'ils en tirent trop d'argent? Et savez-vous qu'en Australie, lorsque la fermeture a eu lieu et que seuls les services essentiels ont été ouverts, savez-vous ce qu'ils considéraient comme un service essentiel? Les magasins d'alcool. Et pourtant, les églises ont dû fermer. Je considère que les églises sont essentielles. Barbara, j'ai une question sur les champignons. Vous avez dit qu'il fallait environ 10 ans pour que certains types de champignons disparaissent. Qu'est-ce qui les rend si résistants? Eh bien, la raison pour laquelle ils restent dans le corps pendant 10 ans, c'est qu'ils se nourrissent bien. Beaucoup de choses dépendent de cela. Alors, quand les gens me demandent combien de temps cela va prendre, je leur réponds que cela dépend de leur alimentation. Je réponds que cela dépend. Tout dépend de la chronicité de la maladie. Tout dépend de l'ancienneté de la maladie. Tout dépend de la diligence avec laquelle la personne fait ce qu'il faut pour l'éliminer. Je vais donc vous raconter une histoire. Cette histoire est vraie, car une de mes filles connaissait la femme d'un homme à qui cela était arrivé. Cela s'est passé dans le Queensland, en Nouvelle-Galles du Sud. Il y avait un silo où l'on stocke les céréales et l'intérieur du silo était blanc, à cause d'un dégât des eaux. Qu'est-ce que c'est que ce blanc? C'est de la moisissure. On a donc demandé à ces 3 hommes d'entrer et de nettoyer les parois du silo. Ils ouvrent la porte et regardent autour d'eux. 2 d'entre eux ont dit, « Eh bien, allons chercher des vêtements de protection pour cela. » Le 3e homme a répondu, « Nous n'avons pas besoin de vêtements de protection. » Il a pris une pelle et a commencé à enlever la moisissure qui recouvrait la paroi du silo. Au bout de 10 ou 15 minutes, les 2 autres hommes sont revenus et avaient l'air d'être sur le point de se rendre sur Mars. Ils se sont rendus compte de la toxicité du produit. Lorsqu'ils ont ouvert la porte, leur ami était allongé sur le sol. Ils se sont précipités vers lui. Il était mort.
Ce qui s'est passé, c'est que pendant qu'il enlevait les couches de moisissure, il a inhalé le produit, il l'a absorbé par la peau, et en peu de temps, il en avait partout sur le corps, il a fait un choc anaphylactique parce que c'était tellement toxique et il est mort. Cette histoire a été publiée dans les journaux. C'est pourquoi j'ai écrit le livre Self-Healing by Design. La plupart des gens ne réalisent pas à quel point les moisissures sont toxiques. Barbara, cette moisissure était sèche. Ce qui se passe, c'est que si vous la grattez, vous créez une accumulation importante, et bien sûr, elle est partout. La pire chose que l'on puisse utiliser pour nettoyer la moisissure, c'est l'eau de Javel. En effet, l'eau de Javel et les moisissures forment un mélange très toxique. Ma fille m'a raconté qu'un journal américain avait publié un article dans lequel une femme était entrée dans une salle de bain moisie, dont toutes les fenêtres et les portes étaient fermées, qu'elle avait nettoyé de la moisissure et qu'on l'avait retrouvée morte. La plupart des gens nettoient les moisissures avec de l'eau de Javel. Mais ils n'en utilisent qu'une petite quantité et gardent les fenêtres ouvertes. Alors, avec quoi peut-on nettoyer les moisissures? Le vinaigre et le bicarbonate de soude sont très efficaces. Il faut donc nettoyer avec du vinaigre et du bicarbonate de soude. Ensuite, vous entrez dans la pièce quand elle est propre. Mais si c'est suffisamment grave, vous y allez avec un masque, car c'est très toxique, vous vaporisez toute la zone avec du vinaigre et vous ressortez immédiatement. Mais si vous pulvérisez immédiatement et nettoyez, les spores seront dispersés dans l'air et vous y serez exposé. Essuyez ensuite toute la zone avec un chiffon humide et quelques gouttes d'huile essentielle de clou de girofle, qui est un antifongique très puissant. Appelez ensuite le constructeur ou le plombier pour en connaître la raison, à moins que l'endroit ait été très humide et fermé pendant 6 mois, auquel cas la raison en est évidente. Barbara, le vinaigre et le bicarbonate de soude, les utiliseriez-vous ensemble, ne se neutralisent-ils pas l'un l'autre? Eh bien, vous obtenez une excellente réaction, avec toutes ces bulles, vous pouvez nettoyer. Oui, mais normalement, on peut les utiliser séparément. C'est un excellent moyen de se nettoyer les dents. Il suffit de prendre un petit bol de bicarbonate de soude, d'y plonger sa brosse à dents et de se brosser les dents. En fait, les dentifrices, saviez-vous qu'ils sont crayeux? Il s'agit essentiellement de bicarbonate de soude. Et si vous voulez un meilleur goût, de la menthe, mettez une goutte d'huile de menthe poivrée dessus. Oui, Barbara, quand on a une candidose, on ne doit pas manger de pain non plus. Vous pouvez manger du pain au levain, mais pas du pain à la levure, car la levure nourrit la candidose. Donc, si quelqu'un a un problème de levure, toutes les levures, la levure traditionnelle, la levure de bière, la vegemite, la levure de boulangerie, toutes les levures doivent être éliminées. La levure de bière, n'utilisez jamais de levure de bière. On ne peut pas tuer la levure.